Ce qui n'a pas fonctionné non plus cette saison, c'est Agen. Agen, lanterne rouge de ce championnat de top 14. 2 points au compteur, 0 victoire. Bonjour Thomas Perrotto. Salut Alex, salut à tous. Journaliste de l'équipe, on va se tutoyer, on se connaît un petit peu. Publié un papier très intéressant sur le SUA. C'était dans l'édition d'hier du journal. Une saison en enfer, c'était le titre. Effectivement, on n'est pas loin d'un record. Alors le record de victoire, dans le mauvais sens du terme, c'est 2. Ouais. Il va falloir un parcours parfait pour Agen pour espérer ne pas rentrer définitivement dans le Guinness des records. Ouais, ça va commencer fort dès demain avec le Racing. Ouais, Agen, là c'est cauchemardesque. Cauchemardesque, c'est le tableau d'ailleurs que tu as dépeint en allant du côté du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qui t'a frappé en arrivant pour faire ce reportage du côté d'Agen? C'est quoi? C'est une ville démobilisée qui a perdu tout espoir? Disons que j'ai passé 3 jours là-bas et ce que j'ai compris, c'est que tout le monde a envie d'être le 6 juin, que la saison soit terminée et qu'on soit 5 semaines après et qu'une nouvelle saison redémarre. Parce que là, y a rien qui va dans cette équipe, dans ce club cette saison et on sent que ça touche vraiment tout le monde. Comme tu le disais, même au-delà de l'équipe, c'est aussi une ville. Agen, c'est pas Paris, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lyon qui vivent aussi pour d'autres choses. Il y a essentiellement le rugby à Agen. Donc quand l'équipe va mal, c'est la ville qui va mal et en plus quand les supporters peuvent pas aller au stade, peuvent pas être en prise tous les jours avec les joueurs, que ce soit la terrasse d'un café, un restaurant où là ils pourraient peut-être afficher leur mécontentement. Là chacun vit ça de manière terrible, chacun chez soi, derrière son écran, dans son canapé et c'est vrai que c'est très compliqué à vivre pour tout le monde. Ouais, une ville qui a vu donc son équipe sombrer cette saison. 0 victoire, on le rappelle, au compteur pour le moment. Philippe Spanghero, on savait que Agen allait être en difficulté, en tout cas allait viser le maintien, être dans cette bataille-là. On les imaginait peut-être pas à ce point-là catastrophique cette saison. C'était très difficile à imaginer de vivre une saison à ce point cauchemardesque. Alors, Perpignan a été très en souffrance il y a 2 saisons lors de son retour dans l'élite. Il faut parler aussi de cette formule qui fait que les clubs qui montent, qui ont souvent les plus petits budgets, en plus ont beaucoup de mal à s'organiser. Mais au-delà de ça, on a l'impression de l'extérieur que le mal est beaucoup plus profond à Agen. Il y a eu beaucoup de faits divers dans un aéroport lors d'un séjour en Coupe d'Europe. On a vu très souvent les membres du staff et de la direction prendre de la parole pour critiquer l'attitude des joueurs. Donc je pense qu'au-delà des limites sportives, le mal a été beaucoup plus profond dans le collectif agenais cette saison et je crois qu'il faudra vraiment renouveler de façon très importante l'effectif pour gommer dans les têtes une saison pareille qui a dû marquer extrêmement les joueurs. Je me souviens, je crois à la 4e ou 5e journée d'une interview deuxième ligne Moreau à l'antenne. On a fait honte au club. Je me rappelle de ça. Puis on sentait. On se fait chier à l'entraînement, il disait. On se fait chier à l'entraînement. Un abattement si tôt dans la saison qui était surprenant à entendre. Et il n'y a pas eu le déclic à Agen cette saison. Et honnêtement, c'est triste parce que c'est un club qui a connu le très haut niveau il y a une dizaine d'années encore et qui est en train de sombrer un peu sportivement. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on est en train d'évoquer cette saison d'Agen, cette saison en enfer du SUA. Il y a eu plusieurs staffs, Thomas. Il y a eu d'abord Christophe Lossuc, puis Rémi Vaquin, ouais. Avec Rémi Vaquin, tout à fait. L'arrivée de Régis Son avec Djalil Nargissi, Sylvain Mirande. Finalement, Djalil Nargissi est parti. Il a déclaré cette semaine que Régis Son n'est pas fait pour être numéro 1. Il y a eu des dissensions beaucoup dans le staff, entre le staff et la présidence aussi. Le président Fontenot qui a plutôt pas mal égratigné ses joueurs cette saison. Avant d'évoquer le terrain et les faits divers autour des joueurs, c'est vrai que déjà dans les bureaux ça a été difficile. Il y a un préparateur physique aussi qui est Mathieu Barraud qui a jeté l'éponge là, il y a quelques semaines parce que il a dit que il se reconnaissait plus dans ce club-là, que c'était trop compliqué. Comme tu l'as dit, oui, en fait il y a rien qui va dans cette saison et quand ça commence par le terrain, ça se propage très vite dans les coulisses et même je pense que les joueurs en retour, quand ils ont vu à quel point c'était compliqué entre les entraîneurs, entre leur président qui n'hésitait pas un petit peu à balancer dans la presse, mais aussi peut-être pour les faire réagir. Derrière, c'était compliqué de remobiliser tout le monde et le président tente un petit peu de sauver la face en préparant la saison prochaine. Il y a un centre de haute performance qui va. Quand je l'ai rencontré, il a beaucoup parlé de ça en fait.
voilà, faut fermer la page très rapidement. Il le voit de son bureau en plus. Ouais, c'est ça. Là, c'est en chantier en plus à Armandie, donc ils ont dû tout déménager dans des anciens bureaux au niveau du centre de formation, et depuis son bureau, on voit des joueurs et derrière les travaux, des échafaudages, et il s'accroche à ça à l'image du club, quoi. C'est vraiment un club qui est en chantier en ce moment, et il faut voir combien de temps ça va durer, parce que c'est pas simple non plus de se remobiliser quand on descend en Pro D2 et de repartir au combat, quoi. Et sur le terrain, donc ça a été très difficile, des défaites à l'appel. Et ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y a eu des problèmes dans cet effectif dès le début, des dissensions, des moments très chauds, un effectif qui ne se plaît pas, hein. Il y a des groupes, il est fragmenté, jusqu'à aujourd'hui finalement. Il y a eu plusieurs étapes, hein. Il y a eu effectivement cette altercation en Italie. Ouais, ça c'est le 15 décembre à Trévise. Alors, ce qui est drôle en plus, c'est que c'est le seul match finalement qu'Agen a gagné sur tapis vert, et c'est au retour à l'aéroport. Alors les joueurs, comme n'importe quel peut-être retour de déplacement, ont commencé à picoler un petit peu, sauf que quand une équipe va bien et que ça picole, ça peut être la fête. Là, c'est presque un peu l'alcool mauvais, j'ai envie de dire, et deux joueurs qui en sont venus en main comme ça dans le hall de l'aéroport, devant le reste de l'équipe, devant, j'imagine, aussi d'autres personnes qui allaient prendre le vol, et ça donne quand même une image assez... Il y a eu beaucoup des scènes comme ça folles cette saison. Ouais, il y a des joueurs aussi qui ont été écartés au retour du déplacement à Bordeaux. Ils en avaient pris 70. C'est le président qui a dit ces 3 joueurs-là, je les veux plus sur le terrain la semaine prochaine à l'entraînement. Je le raconte aussi dans le papier, la femme d'un joueur qui a été mis à l'écart et qui a finalement rebondi à casse, c'est Paul Nguamo, qui a mis en vente sur le marketplace de Facebook les maillots de son mari, je crois 3 jours après cet événement ou sa mise à l'écart. Pareil, ça renvoie une image qui est quand même vraiment, vraiment déplorable. Et ça faisait pas mal d'années en plus qu'il était dans ce club, hein, Paul Nguamo. Julien Thomas, toi, tu as déjà vécu dans un effectif où il y a un début de saison, où il y a des moments dans la saison où ça frite, ça va pas, il est fragmenté cet effectif. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Non, honnêtement pas à ce point-là. Mais là, je pense que honnêtement, c'est les joueurs d'abord qui en pâtissent, qui sont les plus touchés, mais aussi le club et les salariés du club qu'on voit pas et qu'on pense pas, mais que surtout ils travaillent au quotidien et qui ont pas de résultats par le sportif des joueurs sur le terrain. Donc c'est tout un club qui est vraiment dans la douleur, mais c'est surtout une spirale négative. Et j'ai l'impression que il y a eu à une période où il y a eu l'OSUC, c'était en novembre, qui a été écarté, puis l'arrivée de Son, etc. Mais surtout, c'est des joueurs qui ont démissionné après plusieurs défaites d'affilée et qui n'ont pas mis un peu on va dire l'envie de retrouver peut-être des victoires pour Agen. Et surtout, plus ça allait, et plus ils se disaient mais maintenant qu'on est sur la Pro D2, tant pis, on y va droit devant, mais surtout sans donner quelque chose pour le club et pour les salariés. Donc ça, c'est un peu dommageable. Par contre, aussi, il y a aussi, quand je vois l'article de Jalil Nargissi, l'ancien talonneur emblématique d'Agen, qui sort quand même, Régisson n'est pas le numéro 1, c'est une colonie de vacances, et faire du bricolage, c'est pas son intérêt, c'est fort quand même, parce que il faut s'adapter quand même à un groupe. C'est vrai que quand un groupe comme Toulouse ou Montpellier, que tu as des internationaux, ils sont quasi en autogestion sur la fin de saison. Tu peux les laisser s'entraîner, se prendre en main. Et peut-être Agen n'avait pas besoin peut-être de ça, et n'a pas la possibilité de ça. Il fallait un management plus encadré. Quel est le problème finalement ? À qui la faute ? Alors j'imagine que le tort est partagé entre pas mal de catégories, mais effectivement, est-ce que c'est un effectif peut-être mal construit, beaucoup de turnover dans l'intersaison ? C'est vrai qu'il y avait un recrutement presque un peu plus clinquant. Ouais, non, en plus c'est ça le pire, c'est que le recrutement est plutôt intéressant. Je pense à Noël Reed et Gabriel Ibitoye, qui est parti ensuite à Montpellier, mais quand la saison démarre, je pense que les Agenais disent certes, on va jouer le maintien, on va pas jouer les amis Agenais, ils m'ont dit le maintien, ça devrait le faire cette année. Voilà, je crois que c'est Mathieu Lamouli qui me le disait, que c'était presque l'effectif le plus intéressant presque des 10 dernières années à Agen. Donc tout le monde part un petit peu confiant presque. Et il y a cette première défaite contre Castres. En plus, Agen ne mérite pas du tout de perdre ce match-là. Et en fait, à partir de là, c'était terminé. Ensuite, ils enchaînent contre Clermont et Pau, je crois. Et oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a eu des clans dans ce vestiaire, avec des joueurs un peu expérimentés qui ne pouvaient pas
trop s'encadrer, on va dire, pour le dire poliment, et en fait ça se propage très vite, quoi. Chacun essaie de rameuter quelques autres mecs ou prendre sous leur aile des jeunes, donc voilà, tout de suite ça fait d'autant plus de clans, d'autres catégories de joueurs qui soit étaient en fin de contrat, soit qui venaient d'arriver. Enfin vraiment c'était un effectif qui était assez mal fagoté, et comme je le dis aussi dans le papier, les équipes comme ça, en fait, t'as besoin de te retrouver à un moment. Et le fait qu'il y ait eu la pandémie, que les joueurs puissent pas réserver un resto, se retrouver à 30 dans une maison, je pense que ça les a pas aidés, quoi. Ouais, ça c'était difficile, Philippe. C'est des effectifs comme ça qui sont fragmentés. Est-ce que tu as déjà connu ça ? Est-ce que ça existe dans le rugby ? Est-ce qu'on peut quand même être performant malgré un effectif qui est pas, où tout le monde n'est pas vraiment ami ? Est-ce qu'on peut passer outre dans le rugby pro ? J'ai connu ça à Narbonne l'année de la descente en Pro D2 quand je suis arrivé là-bas, où ça a été compliqué, où Régisson s'est fait sortir en cours de saison avec Laurent Ballu, le demi de mêlée. C'était une atmosphère très très particulière, et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'en réalité, c'est pas utopique de dire ça, mais quand collectivement on n'arrive pas à se fédérer pour un objectif commun, il faut qu'à titre individuel, les joueurs comprennent qu'ils ont besoin les uns des autres, ne serait-ce que pour rebondir. Parce que malgré tout, chacun a une carrière à vivre, et il faut tirer un peu son épingle du jeu. La concurrence est dure, donc c'est sûr que là, individuellement, c'est impossible de sortir du lot quand collectivement c'est aussi compliqué. Mais c'est vrai qu'une saison comme celle-là, honnêtement, c'est rarement vu parce que je pense, comme le disait Julien, aux gens qui travaillent dans ce club, par des formations professionnelles, aux gens qui vont devoir aller vendre le SUA l'année prochaine. Au-delà des résultats, Perpignan, il y a 2 ans, je travaillais avec eux au moment de cette année cauchemardesque de la remontée. Il y a eu un état d'esprit quand même dans ce groupe. Ils n'ont jamais rien lâché. Ils perdaient à la maison, mais de 3 points. Ils s'accrochaient à l'extérieur. On sentait qu'ils étaient dans la difficulté, que le collectif était limité par rapport au niveau du top 14. Mais par contre, le groupe s'est jamais désuni. Et d'ailleurs, ça a servi les joueurs à titre individuel. Donc c'est vrai que là c'est très compliqué. Je trouve que ce sera, je le disais tout à l'heure, mais ce sera un vrai traumatisme, et il faudra vraiment qu'il y ait un renouvellement d'effectifs très important. Et on évoquera la saison prochaine dans un instant. Thomas Perotto, journaliste de l'équipe, qui a donc signé ce papier. Agen, une saison en enfer. On a les mots de Mathieu Lamouli, qui est un joueur emblématique de cette équipe d'Agen. Lui, qu'est-ce que toi t'as ressenti quand t'as commencé à évoquer cette saison avec lui ? Franchement, de la détresse. Ouais, parce que comme tu le dis, c'est un mec qui est là au club depuis très longtemps. Je crois que ça fait 13 saisons. Il a connu que ce club-là. C'est quelqu'un qui est connu aussi dans la ville. Et voir son club unanimement salué comme un bon gars. Ouais, carrément. Et puis ça transpire dans ses propos. Il est malheureux en fait, et c'est le cas aussi d'autres joueurs. Mais lui particulièrement, tu sens qu'il le vit très mal. C'est son club, il supporte pas de voir chaque semaine 50, 60 points. En plus, il est blessé. Donc, il dit, mais je peux même pas aller les aider, quoi. Il voit ça de loin, il peut pas aller sur le terrain. Et c'est vrai, il est vraiment malheureux, ça se voit. Et puis, il doit y avoir, pour finir, beaucoup de sentiments de frustration parce qu'il voit des joueurs arriver qui n'ont pas du tout la culture du club et qui parlent déjà depuis des mois de là où ils vont aller jouer l'année prochaine. Et donc, en réalité, c'est toute la problématique de ce rugby pro ou ce sentiment d'appartenance au maillot. Il y a un décalage très fort entre des joueurs comme ça et des joueurs de passage. Il le dit en plus. Surtout après 13 années passées à Agen, et que tu rentres dans 13 années, donc c'est ton club, c'est quand même t'es un compétiteur. Forcément, si tu es à ce niveau, c'est que tu es un grand compétiteur, et surtout voir ton club qui rentre un petit peu on va dire dans les annales des défaites dans cette historique-là, donc négative. Donc je pense que ça doit lui faire beaucoup de mal. Ouais. Et on parle d'un club qui est 8 fois champion de France. Faut-il le rappeler, c'est une institution du rugby français. Ils vont donc retourner en Pro D2, c'est un championnat qu'Agen connaît bien. Est-ce qu'Agen a peur de ce retour en Pro D2 ?
Ah ouais, complètement. Et c'est dans la même déclaration, c'est Mathieu Lamouli qui le dit que attention, parce que les autres équipes qui vont venir voir Agen la bête blessée, suffit que la saison commence mal avec une défaite, 2 défaites, 3 défaites, et tu peux vite repartir la tête très en bas. Et il y en avait un ou deux joueurs qui me le disaient, mais presque en rigolant, en disant mais j'espère qu'on va faire beaucoup de matchs amicaux contre des équipes de Fédéral 1 ou Fédéral 2, ne serait-ce que pour gagner des matchs cet été et apprendre à gagner, quoi. Parce que quand tu perds 24 fois en 24 matchs et peut-être 26 en 26 journées, gagner, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus. Il faut aller chercher un match, et ça aujourd'hui Agen c'est plus le faire du tout. C'est pas des matchs qu'ils ont perdu de 2, 3, 5 points comme le disait Philippe par rapport à Perpignan notamment il y a quelques saisons. Là, si on regarde les derniers matchs d'Agen, c'est quand même minimum 50-60 points. Donc l'année prochaine, quand il y aura 9-9 à la 60e face à une équipe qui peut être, je sais pas, Tarbes, Colomiers, Mont-de-Marsan, j'ai un peu peur pour Agen si d'entrée ils n'arrivent pas à enclencher une dynamique positive. Oui, est-ce qu'on peut être inquiet pour cette équipe d'Agen en Pro D2? Philippe Spanguero, on terminera là-dessus avant d'aborder une autre séquence. Honnêtement, oui, la Pro D2 c'est staffé. On voit qu'entre le fin fond du classement en top 14 et le haut niveau de la Pro D2, la frontière est mince, puisqu'en match de barrage, c'est toujours les équipes de Pro D2 qui se sont imposées. Donc, bien sûr, quand on voit l'écart de niveau qu'il y a aujourd'hui entre Agen et les autres équipes du top 14, on peut se dire qu'Agen a une équipe du ventre mou de Pro D2. Et même pas du top 6. Donc il y a pas de vrais signaux positifs dans cette équipe. Donc en effet, comme le disait Thomas, il va falloir un grand bol d'oxygène et retrouver un peu de confiance à travers une pré-saison très bien travaillée et très réussie. Et on pense aussi à Philippe Sella, immense joueur et qui est aujourd'hui un petit peu qui a des petits soucis de santé. On pense fort à lui parce qu'il doit être aussi très peiné de voir cette équipe d'Agen dans cette situation. Voilà, une saison en enfer pour Agen, pour trouver le papier très facilement, hein. Vous êtes abonné à l'équipe, vous allez sur le site, vous avez l'édition de la veille, c'était hier, et vous retrouvez ce papier qui est très intéressant. On revient, c'est un récit de l'intérieur, hein, c'est super intéressant sur cette équipe d'Agen.